Bonjour à tous. Je vous propose qu'on ouvre cette deuxième table ronde suite à ce film-là qu'on vient de voir, très beau film. Je m'appelle Camille Mortreux, je suis chargée de projet au comité de bassin d'emploi sur le développement des circuits alimentaires locaux sur le Sud-Land Pays Basque, avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des collectivités. Et voilà, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec 3 personnes de qualité, vous allez voir. Je vais me permettre de présenter, et puis après, bien sûr, je leur passerai la parole, et puis ensuite, on aura un temps d'échange ensemble, on laissera assez large aussi pour avoir bien les questions. Du coup, j'ai à ma gauche Paul Rocher, qui est un des protagonistes du film. On vous voit faire ce pain incroyable, je pense qu'on a tous envie de goûter, vraiment, avec qui on pourra revenir aussi sur tout ça. Merci beaucoup d'être là depuis la Haute-Savoie, vraiment. Et puis, monsieur Christian Labat-Suzan, qui est le président de la SIC Haute-Chocop, supermarché coopératif qui est à Bayonne. Merci aussi d'être là. Et Timothée Duverger, qui est chargé de projet et surtout en charge de la chaire ESS en territoire de Sciences Po Bordeaux. Merci beaucoup aussi aux étudiants d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, regard sur nos assiettes, c'est vraiment un film qui est foisonnant, j'ai trouvé, qui aussi portait avec beaucoup de malice, parfois aussi par ces étudiants qui, comme le film d'avant, enquêtent et se posent les bonnes questions, et surtout vont à la rencontre des acteurs de terrain, beaucoup de producteurs, mais aussi des magasins, le supermarché, etc. Ils posent en tout cas... bien au début les dérives d'un système agroalimentaire et puis aussi la confusion qu'il y a pour les consommateurs de se dire mais qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette et puis d'aller à l'envers. On est aussi vraiment sur la question du rapport au territoire. On reste sur le territoire de Haute-Savoie et puis il est vraiment creusé comme ça avec tous ces acteurs qu'on peut voir et qui nous permettent de remonter les chaînes aussi qui créent cette alimentation qui est dans nos assiettes. Et puis surtout, il donne la part belle à ce qu'on appelle les circuits courts ou circuits de proximité et puis les alternatives qui existent déjà dans les territoires quand on sait aller les chercher, quand on peut aller les chercher, quand on va à la rencontre de ces producteurs ou artisans qui essaient de faire différemment. Et mais aussi on voit, je trouve, tous les défis qui existent et qui sont très nombreux dans les territoires. Et de recréer aussi les circuits logistiques, de recréer des outils souvent coopératifs qui permettent d'avoir des solutions. Je vous propose qu'on creuse un petit peu tout ça avec nos invités. Et puis je vais tout de suite me tourner vers Paul. Si ce film, il a 12 ans, vous, qu'est-ce que ça vous fait de le revoir et nous raconter le chemin qui s'est écoulé pour ce film et puis peut-être pour vous aussi avec cette incroyable aventure de ce pain un peu utopique. On voit qu'il a plus de 12 ans parce que les cheveux blancs sont là. Mais oui, alors moi, c'est une reconversion que j'ai faite il y a une vingtaine d'années. En fait, je travaillais dans une fromagerie industrielle, donc près de chez moi. Donc la fromagerie a été délocalisée, donc il fallait faire quelque chose et j'étais mécanicien de maintenance. Donc j'aurais pu aller dans le... En fait, c'était un grand groupe qui s'appelle Bell, donc c'est la vache qui rit. Et sur Annecy, il y a un concurrent qui s'appelle Entremont. Donc on m'avait un peu interpellé pour aller travailler là-bas parce qu'on avait un peu le même matériel. Mais moi, je voulais plus travailler en industrie, donc il fallait faire quelque chose. Il se fait que ça faisait 6 ans que j'avais démarré un levain et que je faisais mon pain pour moi et la famille, et j'en emmenais un petit peu au travail. Donc quand on m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire, et moi, j'ai dit, je ne veux plus travailler en entreprise. On me dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, je veux faire du pain chez moi, donc construire quelque chose à côté de ma maison pour aller jusqu'à la retraite. Construire un four à bois. Travailler avec des agriculteurs qui cultivent de la céréale et qui transforment leur céréale en farine. Prendre du sel de Guérande, travailler un petit peu sur l'eau. Et puis, tout ça, vendre sur les marchés. Et puis on m'a demandé d'apporter un pain. Puis de là, on a commencé. On m'a pas dit s'il était bon ou pas, mais on a commencé le projet.
Donc j'ai passé un CAP, construit mon fournil, mon four, et j'ai démarré en 2005. Et tout doucement, j'ai eu un apprenti, plus un employé, et puis de fil en aiguille, j'ai eu des rencontres. Si bien que quand j'ai fini mon entreprise il y a l'année dernière, on s'est retrouvés, on était 6 à travailler, donc 5 salariés. Ça faisait 4 salariés à temps plein, en gros. Le film, il est rentré, donc il a déjà un certain nombre d'années. Il y a 10 ans qu'il est sorti, pas tout à fait 10 ans, mais on l'a commencé en 2012, je crois. Donc c'est pour ça qu'on était plus jeunes dans le film. Mais moi, ça m'a apporté plein de choses. J'ai eu des rencontres. J'ai rencontré une psychologue en cours de route. Moi, j'avais remarqué que tous les gens qui venaient travailler à la maison, au fournil, je les regardais toucher la pâte. Et la pâte, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui a un rapport avec l'homme. Le blé, c'est 9 mois de gestation, de végétation. C'est un rapport avec nous. La pâte, c'est comme une peau. Et quand on la touche, on a l'impression de voir vivre une peau devant nous avec la fermentation. Et en fait, en regardant les gens, je voyais un petit peu les problèmes qu'ils avaient en touchant la pâte. Soit ils étaient affectifs, soit ils étaient plutôt craintifs. Certains étaient violents. Et donc, j'en ai parlé à cette psychologue qui était en formation à l'hôpital psychiatrique de Lyon et qui est venue travailler un petit moment chez nous et chez moi. Et on a créé des ateliers thérapeutiques avec elle, en allant dans les institutions et voir des prisons, quand on peut y aller. Et on a monté ça avec elle. Il y a 10 ans, vous avez vu qu'on avait un petit moulin, là. Donc j'ai pu acquérir un moulin. Et Jean-François, qu'on a vu en dernier, là, l'agriculteur, là, il y avait 2 agriculteurs autour du fournil qui semaient du blé et qui le vendaient aux coopératives. Et quand ils ont su que j'avais acquis un moulin, ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Est-ce que tu ne voudrais pas nous acheter notre blé ?» Alors j'ai dit « Ben oui, mais c'était du blé moderne. » J'ai dit « J'aimerais bien que vous plantiez des variétés paysannes. » Et c'est de là qu'on est rentré avec Raphaël, qu'on a vu un petit peu plus tôt, qui a une collection là-bas dans sa ferme. On a commencé à créer des variétés population et on a fait des productions de blé population. On a même reproduit des blés qui n'existaient même plus dans le commerce. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans un monastère à l'élaboration d'un four. Et on m'avait donné une poignée de grands épeautres dorés qu'ils avaient récupérés pour pouvoir semer et reproduire. Et comme il y a eu un désaccord dans le monastère pour reproduire ces blés, on me les a donnés. Et donc je les ai reproduits avec Jean-François, là. Et là, en ce moment, on a une farine de grands épeautres dorés et avec lequel on fait notre brioche et on fait un pain aussi. Et la pâte à pizza, parce que c'est une pâte qui se tient bien. Et voilà. Donc, voilà pour le... Ah, vous avez recréé une filière, en fait, plus que... Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais envisagé de prendre ma retraite un jour, hein, et qu'il fallait bien arrêter un moment ou un autre, donc j'ai anticipé un petit peu. Et il y a 4 ans, là, j'ai commencé à poser les bases pour cette petite filière avec 2 agriculteurs là, qu'on avait créée. Si j'arrêtais, tout s'arrêtait. Alors on a réuni tous les agriculteurs bio qui étaient dans la région, au Fournil, et on a discuté de savoir si on ne pouvait pas monter une petite filière de graines, de semences, enfin pas de semences, de céréales. Et l'un dans l'autre, ça a pris. Je dis, la mayonnaise a mis un moment à prendre, mais là, elle est partie. Si bien que depuis 2 ans, là, avec l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Terre d'Union, c'est l'association qui a créé les AMAP autour d'Annecy. Donc on a monté une filière qui s'appelle Graines Bio des Savoies, où il y a une dizaine d'agriculteurs qui cultivent à peu près une 60aine d'hectares de céréales. Et des céréales modernes, mais aussi des céréales anciennes, population, du grand épaule, du blé de Khorasan. Et on a aussi
comme chez vous, du pois chiche et de la lentille. Voilà. Super. Et vous pensez que ça allait faire tout ça quand vous avez commencé Ben, moi, quand j'ai commencé, c'était juste pour aller à la retraite, parce que j'étais trop jeune pour attendre la retraite à 45 ans. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour aller jusqu'à la retraite. Donc j'avais créé une petite structure, mais en fait, j'ai attiré les gens un petit peu et je ne pouvais pas les refuser. Quand les gens m'ont demandé s'ils pouvaient venir travailler avec moi, ben, je les ai acceptés. Et puis de fil en aiguille, ben, il y en a qui sont restés, quoi. Et puis ça a grossi comme ça. Et puis les demandes affluaient aussi entre les AMAP, les marchés et puis les magasins qui se construisaient un petit peu partout. Donc tout le monde voulait du local ou du bio. Alors donc c'est pour ça qu'on a pris un peu d'ampleur. Mais quand j'ai fini, quand j'ai pris ma retraite l'année dernière, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu que je licencie tout ce monde-là. Et en fait, je ne pouvais pas transmettre mon local parce que c'était chez moi et à côté de la maison, donc c'était trop compliqué. Alors, ce qu'on a décidé, c'est qu'on a installé les gens. Il y a 2 boulangers qui se sont installés chez eux. Il y en a un qui a monté un fournil et l'autre qui a construit un petit four mobile, puisque c'est un peu la particularité qu'on a aussi, c'est qu'on a créé un petit four ambulant qui est sur une remorque. C'est avec ça qu'on va faire nos ateliers à l'extérieur ou les animations sur les foires. Et puis d'autres, on avait aussi accueilli un réfugié, un demandeur d'asile. Enfin, c'était pas un demandeur d'asile, il était réfugié. Mais il y a qui a donc passé son CAP avec nous le temps de l'apprentissage et puis jusqu'à la fin du fournil. Lui a retrouvé sans problème un travail dans une autre boulangerie. Et puis, donc la psychologue qui était embauchée aussi au fournil, donc elle avait son travail dans son institution. Et puis, elle fait des consultations en cabinet. Et on continue aussi nos ateliers ensemble, une fois par mois pour les ateliers découvertes, et puis 2 fois par mois pour les ateliers thérapeutiques. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions aussi après pour vous. Ouais, je pense qu'on peut applaudir parce que votre exemple, il permet de poser des questions d'emploi, de qualité, mais aussi tout ce qu'une initiative comme la vôtre, elle peut apporter à un territoire. Et voilà, je pense qu'il y aura des jolis échanges là-dessus dans la continuité. Christian Batouzan, on a beaucoup parlé aussi dans ce film, il montre beaucoup le rôle du consommateur voilà, qui doit parfois mener l'enquête pour savoir ce qu'il mange. Vous êtes voilà, super bien placé pour nous parler aussi de cette réflexion autour des consommateurs en tant que supermarché coopératif. Je vous laisse peut-être la parole pour nous dire votre impression sur le film et puis nous présenter... Bon, super bien placé, je ne sais pas, super bien assis, j'en suis sûr. Ah, déjà, notamment à côté d'un transformateur et paysan quasiment pour moi. Pourquoi je le cite, c'est parce que nous sommes locaux, mais nous avons choisi, au départ on n'était pas nombreux, on était 2 ou 3, et maintenant nous sommes quand même 560, mais c'est ridicule par rapport à ce qu'on veut faire. Donc nous avons choisi de nous dire, voilà, on ne va pas s'intéresser au départ, on va s'intéresser à ce qu'on est tous, d'abord, des consommateurs. Hein. Et aujourd'hui, c'est normal, c'est simple quand même et c'est pratique. Quand on veut faire ses courses et qu'on ne veut pas acheter uniquement des carottes, des poireaux, il faut carottes, poireaux, c'est quelque part, la viande, c'est ailleurs, le papier WC, c'est encore ailleurs, les produits d'hygiène, c'est encore ailleurs. Donc on est tous pareils, on va vers des épiceries, supermarchés, supérettes, etc. Donc on s'est dit, et si. Et en fait, on s'est dit, mais pas tout seul, c'est parce que nous, on s'appelle Hot Chocop. Alors que ça veut dire, je vais vous l'expliquer après. C'est parce qu'on avait rencontré, on avait croisé, on avait des oreilles un peu larges, on avait croisé des amis parisiens qui n'étaient pas encore complètement parisiens, qui étaient un peu parisiens et new-yorkais. Et c'est des gars qui avaient vécu à New York, 2 gars surtout, et qui en fait avaient rencontré une expérience qu'on ne veut pas copier, mais qui quand même pose des questions. Nous, c'est pareil, ce qu'on fait ici, c'est pas copiable, on pose des questions, on essaie d'avoir une pierre. Alors à New York, il y a la Park Slope Food Coop, qui est une coopérative depuis plus de 40 ans maintenant. Une grosse coopérative, c'est New York, c'est les États-Unis. Hein.
Bon, quand ils ont commencé à fonctionner là-bas, c'est parce que les problématiques dont on parle ici, c'est des problématiques, enfin à l'époque en tout cas, puissance 1000. Hein. C'est-à-dire que les produits frais, ben, ils ne les voyaient jamais. Hein. Donc c'est un peu ça. Donc ils ont créé un truc. À Paris, ils ont voulu créer un truc aussi qui ressemblait à ça. Et ils l'ont appelé là-bas, je viens quand même au local, hein, ils l'ont appelé là-bas la Louve. Donc nous on a fait simple, on s'est dit, allez, l'idée n'est pas mauvaise, on va faire un truc, en basque, Ochoa, c'est le loup, Ocho, allez, et coopérative. Donc on l'a fait en basque. Bien, alors qu'est-ce qu'on a voulu faire? On s'est dit, on va essayer de proposer, au moins sur Bayonne, non pas une coopérative de consommateurs, non pas une AMAP de plus, non pas une bande de copains qui va faire une coopérative, qui va faire un truc d'achat en commun, etc. On veut aboutir à faire en sorte que pour faciliter la vie des gens, qu'ils aillent quand même dans un endroit qui est un commerce, et ce commerce, il faut qu'il soit assez grand, pour qu'ils y trouvent un peu de tout, et si possible quand même, hein, même s'ils ne sont pas tous prêts à le faire au départ, certains vont venir chez nous parce qu'ils auront une ligne de conduite un peu comme dans le film, à savoir, ouais, je veux manger du bio, etc. D'autres, ils ont des postures qui sont que, merde, le pain, il est trop cher. Et tu l'as bien dit, quand on achète une baguette et qu'on en laisse à la moitié, il est aussi cher ou même plus cher que l'autre. Mais bon, il faut respecter ces gens-là. Donc nous, on s'est dit, on va essayer de monter une structure dans laquelle on va vendre d'abord de tout. Hein, des produits conventionnels, des produits bio, enfin bon, et tout type de produits, hein, j'ai parlé d'hygiène, etc. Voilà, des vertes et des pas mûres, et de la bière et du vin, etc. Donc en Pays Basque, on ne consomme pas que du vin, du fromage et du piment d'Espelette, il y a aussi autre chose. Donc on s'est dit, on proposera de tout. Pour proposer de tout, on s'est dit, il faut que ce soit un projet très territorial, très collectif. Donc on a voulu créer une SIC, hein, une coopérative d'intérêt collectif, ça c'est très important pour nous, hein, il y en a d'autres, beaucoup de gens ici connaissent ça, mais c'est fondamental, l'intérêt collectif était fondamental pour nous. Et le petit point commun avec ce que j'ai cité tout à l'heure, en disant les gens qui créent, je respecte parfaitement, et c'est très bien ce qui se passe avec les AMAP, etc., ou les coopératives de consommateurs, ou les groupements d'achat. Chez nous, dans la SIC, les majoritaires, hein, les plus présents, ce sont les clients consommateurs, sociétaires, c'est eux. Hein, voilà. Donc, on a créé ça. Bon, là, au départ, on était quelques heures. On s'est dit, le plus compliqué, ça va pas être d'ouvrir le commerce, ça va être de réunir les gens. Donc, on a créé une association. Et on voulait vraiment créer une coopérative, mais ça c'est assez récent, on l'a créé qu'en 2020. Donc on n'en est qu'au 4e exercice, et on est loin d'avoir abouti. Si ce n'est qu'on a réussi à convaincre une collectivité, ça c'est bien. Alors c'est pas abouti non plus complètement, mais l'agglomération Pays Basque nous a dit banco, et nous construit un bâtiment. Alors c'est pas nous qui allons payer le bâtiment, mais on va payer le loyer après quand même. Donc il faudra qu'on soit capable de le faire. Un bâtiment sur Bayonne, qui se veut avoir un intérêt collectif aussi, c'est-à-dire si possible. Alors je dis si possible, hein, parce que moi je ne vais rien cacher. Hein. À l'heure actuelle, les produits, mettons fruits et légumes, viennent d'une coopérative installée dans les Landes, et ça j'ai rien contre bien évidemment, mais qui fournit aussi les grandes surfaces, etc. Parce que les petits producteurs locaux, on n'arrive pas à s'organiser avec eux. Et on achète des produits à Carpentras, on achète des produits à Lyon, on achète des produits à Bordeaux. On en achète un maximum localement, mais là c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas voulu faire... Hein, une boutique style épicerie de luxe ou Biocoop. Hein. Biocoop, c'est une coopérative de commerçants. Quelquefois, ce sont des coopératives à la base, mais c'est d'abord des coopératives de commerçants. Hein. Une coopérative de commerçants, vous en connaissez plein. Hein. Intermarché, ça en est une. Leclerc, ça en est une, etc. Ceux qui ne comprennent pas, je leur expliquerai après. Bon, nous, on n'a pas voulu faire ça. Et donc, on propose tout type de produits. Et chaque fois que des producteurs locaux veulent essayer de venir nous voir, on essaie de travailler avec eux, on essaie au maximum. Tout à l'heure, il y avait un producteur local qui expliquait, s'il y a un marché qui peut se créer du style, moi on me garantit un minimum d'achat, ça veut dire que moi je vais baisser mes prix par rapport à l'effort que va faire le distributeur, mais c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire qu'en Pays Basque ou dans les Landes, il y en a encore beaucoup qui arrivent à vivoter. Et puis ils bataillent, ils font les marchés, ils sont tout. Ils sont producteurs, ils sont commerçants, ils font du marketing, ils font presque de la communication sur Internet, etc. Et moi je pense qu'il faut que, par rapport aux consommateurs, on fasse bien notre métier, chacun à notre niveau. Nous on essaie de faire bien notre métier. Alors on est une coopérative où on a créé des emplois salariés. On a des bénévoles qui sont sociétaires, qui viennent nous aider, hein, qui sont des facilitateurs. Moi j'en suis un, je suis un bénévole évidemment. Alors, on passe tous plus ou moins de temps, et le minimum syndical, entre guillemets, c'est 3 heures de bénévolat par mois. À quoi ? Eh bien,
Le matin, les palettes arrivent, il faut les mettre dans le rayonnage ou les mettre au stock. Il faut tenir la caisse, il faut nettoyer les frigos le soir. La boutique ferme à 8h, mais les bénévoles s'en vont à 10h. Les salariés finissent à 6h30, par contre. On a un rythme de travail pour les salariés qui est aussi facilité par les bénévoles. Donc ce modèle, ça n'est pas un, pour moi. C'est simplement une possibilité, grâce à l'économie sociale, de bousculer et de s'inscrire parfaitement dans la dimension de ce film, de se dire, voilà, comment on peut amener les uns et les autres, et ça veut dire qui? Des consommateurs qui ne sont pas prêts à venir chez nous, à franchir une porte. Nous, finalement, ça fait longtemps, en ce moment, on blague de ça, on parle partout, on vend à prix coûtant. Qu'est-ce que ça veut dire, prix coûtant? Ça veut dire que nous, notre marge, elle nous sert uniquement à payer nos salariés et nos frais fixes. Et puisque c'est une coopérative qui ne rémunère pas les parts sociales, c'est à prix coûtant. Voilà, on ne cherche pas à rémunérer autre chose. Il y a longtemps qu'on fait ça. Il y en a qui disent en ce moment on vend à prix coûtant, nous on vend à prix coûtant. Et quand les gens ont compris que le pain de chez nous, puis je fais exprès de parler de pain parce que j'ai un voisin qui fait du pain, le pain de chez nous qu'on achète quand même, celui-là on l'achète à un voisin, on n'achète pas à l'autre bout de la France celui-là. Mais il est un peu plus cher parce qu'il y a des réalités. Voilà, il est un peu plus cher, il y a des réalités, les gens le comprennent quand même aussi. Voilà ce qu'on fait à Haute-Chocope et on est en plein devenir, on n'a pas encore abouti. Pour l'instant, c'est une supérette qui va devenir un supermarché parce qu'on pense quand même que la taille de la supérette telle qu'elle est, avec 500 000 euros de chiffre d'affaires par an pour l'instant, c'est pas suffisant pour qu'on dégage suffisamment de recettes et de marge pour satisfaire à ce qu'on veut faire, ne serait-ce payer nos charges. Là, on paie nos charges, on est à l'équilibre, mais on ne dépense pas assez. On n'a pas assez de salariés pour vivre convenablement et on n'a pas assez de charges de fonctionnement pour assurer tout ce qu'on doit faire convenablement. Un bon réseau informatique, de beaux équipements, de fonctionnels, des équipements à la hauteur de ce qu'on doit faire. Voilà. Merci. Une utopie en cours, alors. Utopie en cours, oui. Timothée, je vous laisse peut-être la parole aussi pour peut-être nous faire... là aussi, on a des exemples concrets de circuits courts, d'acteurs sur la consommation qui essaient de transformer le territoire. Déjà, on voit que derrière, il y a les enjeux liés au lien social que recrée aussi le circuit court, mais surtout aussi d'économique, la question de la viabilité économique, et puis la question du territoire. Comment est-ce que cette question de l'alimentation... qui est de plus en plus présente dans les questions de politique aussi, locale ou nationale, elle vient bousculer la manière aussi de faire territoire, peut-être aussi les questions de gouvernance. Voilà, c'est un peu large, mais je suis sûre qu'avec tout ça, vous allez... Ouais. Merci beaucoup et merci aussi pour les deux témoignages précédents. Moi, je pense ce qui ressort effectivement de cela, c'est déjà effectivement qu'il y a un tournant local très important. Et d'ailleurs, il y a eu parfois des phénomènes de concurrence entre le local et le bio. Notamment, où on a vu une décélération du bio ces dernières années depuis la crise Covid, au profit notamment de ce tournant local. Du point de vue de l'alimentation, il y a sûrement au contraire des synergies à créer entre les deux dimensions. Là, on le voyait aussi dans les interventions. Mais en tout cas, il y a un tournant local qui s'opère, qui est accéléré par le contexte, à vrai dire, parce que des initiatives, effectivement, il en existe et depuis un certain temps. Là, on évoque un film qui a 8 ans, je crois. Mais évidemment, c'est des initiatives qui sont bien plus anciennes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bascule qui s'opère depuis notamment la crise du Covid, où on a bien vu notamment que dans le moment où l'économie était suspendue, du fait de la crise sanitaire, il y a eu des réactions qui se sont opérées, notamment conduites par des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou des logiques d'action qui lui sont proches, notamment pour recréer des circuits courts. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'ESS qui est venu fournir des biens et des services essentiels et maintenir le lien social sur les territoires pendant la crise du Covid. Donc ça, c'est quand même un élément important. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'ESS a un peu le vent en poupe, parce qu'effectivement, ce constat-là a été quand même largement partagé. Voilà.
peut-être pas suffisamment encore, mais enfin quand même ça s'est vu. Donc il y a eu ce moment d'accélération, et puis se rajoute à cela un nouveau débat autour de la souveraineté alimentaire notamment, et du protectionnisme également, qui arrive avec, en plus, dans un contexte géopolitique assez marqué, avec la guerre en Ukraine, et puis derrière des problématiques d'inflation aussi, etc. Donc il y a un vrai sujet désormais autour de la résilience des territoires, et notamment donc de leur organisation en circuit court. Or, de ce point de vue, il est évident qu'il y a un foisonnement d'initiatives. C'est ce qui porte évidemment toutes les initiatives, et elles sont nombreuses en matière d'alimentation, qui permettent précisément de conjuguer des éléments qui relèvent à la fois de dynamique sociale, mais aussi de la transition écologique. Souvent, les questions alimentaires permettent de croiser ces deux dimensions-là. C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup d'alimentation durable et qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là. Et il est évident que les acteurs publics ont un rôle à jouer là-dessus. Mais est-il suffisant à ce stade? Non, bien évidemment. Pour autant, ils ont un rôle à jouer qui est très important quand on parle de l'économie sociale et solidaire, mais quand on parle aussi des mondes paysans, du monde de l'agriculture, mais tous les mondes qui l'entourent. L'idée, c'est pas de créer des subventions à foison. Bien sûr, il peut y avoir besoin de subventions, là, par exemple, pour de l'investissement, pour pouvoir avoir les équipements qui permettent ensuite de développer les projets. Pour autant, et notamment dans les milieux agricoles, le but n'est pas de vivre subventionné. Le but, c'est véritablement d'être indépendant, et donc de construire aussi des modèles qui permettent de le devenir. D'où la critique notamment des intermédiaires, qui se produit là-dedans. Donc effectivement, il s'agit, je disais, de monter un certain nombre de modèles. Et de ce point de vue, l'acteur public, il peut avoir un rôle, notamment à travers ses marchés publics. Quand on regarde la commande publique aujourd'hui dans ce pays, elle représente à peu près 100 milliards d'euros. La commande publique, c'est 100 milliards d'euros. La restauration collective en constitue une part, je n'ai pas le chiffre exact, mais en constitue une part tout à fait significative. La moitié de ces 100 milliards d'euros, d'ailleurs, c'est des collectivités locales. Donc on voit bien que la commande publique est, si elle est bien employée, un véritable levier de ce point de vue. Et on voit là-dessus beaucoup d'initiatives se créer. Je citerai par exemple le cas en matière alimentaire. On avait Rob Hopkins, qui est une des figures, notamment des villes en transition. C'est la figure des villes en transition, qui est venue à Sciences Po Bordeaux il y a quelques mois, et qui nous a cité l'exemple de Liège, où il y a la ceinture alimentaire, donc c'est en deux mots, de Liège, où ils ont créé un système, un réseau en fait de coopératives qui travaillent autour des questions de production, de transformation, de formation, d'accompagnement et d'aide à l'installation d'agriculteurs, et qui a permis notamment de multiplier par 2 en 10 ans le nombre de maraîchers, par exemple. Voilà. Donc là, on a des logiques de système dans un rapport au territoire qui se crée à travers cet exemple de Liège. Plus généralement, il défend, Hopkins notamment, l'idée d'un community wealth building, c'est-à-dire la construction d'une richesse communautaire, d'un développement communautaire qui s'opère notamment par la commande publique. C'est-à-dire comment la commande publique peut venir soutenir précisément le développement coopératif et l'auto-organisation du territoire. Voilà. Donc là, il y a des liens qui peuvent être faits de manière très importante, mais ça suppose en fait des alliances véritablement entre les acteurs, les citoyens, les acteurs de l'ESS et les collectivités locales. Voilà. Avec bien évidemment, dans le cas de l'alimentation, toute la filière au milieu de cela. Voilà. Donc je crois qu'il y a véritablement des stratégies politiques en fait, à construire autour de cela, parce que les leviers d'action, on les a, l'argent, on l'a, ne serait-ce qu'à travers la commande publique. Encore une fois, ce n'est pas forcément des subventions, il peut y en avoir, encore une fois, sur certains volets, et là on le voit sur l'investissement, mais ce n'est pas que ça. Voilà. Donc je pense que l'acteur public, en fait, pour conclure là-dessus, il peut, je crois, s'en saisir à travers notamment 3 leviers. Donc j'ai évoqué les marchés publics. Il y a la question, effectivement, de l'aide au foncier immobilier, qui est un élément important, parce que très souvent, les organisations de l'ESS, parce qu'en fait, elles sont peu ouvertes aux capitaux externes, ou peu attractives, plus exactement. Elles peuvent être ouvertes aux capitaux externes, à vrai dire, d'un point de vue statutaire, mais elles sont peu attractives parce que, tout simplement, c'est ce qui a été dit, elles ne veulent pas les rémunérer. Donc, automatiquement, les investisseurs, ils ne se précipitent pas. Bon. Donc, il est important d'avoir l'apport de la puissance publique de ce point de vue pour venir compenser, effectivement, sur ces aspects, tout simplement. Et puis, il y a un troisième point, c'est tout ce qui relève de l'ingénierie de coopération.
C'est-à-dire faire en sorte, effectivement, que la puissance publique vienne financer davantage les projets collectifs de territoire. C'est-à-dire tout ce qui permet de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table, eh bien, ça demande du temps, ça demande des personnes pour pouvoir le faire. Et donc, eh bien, il faut financer cela. Voilà. Et c'est à travers cela qu'on peut véritablement créer ce que moi j'appelle des politiques de responsabilité territoriale, c'est-à-dire comment tout un territoire, finalement, est embarqué dans la reconstruction, là en l'occurrence, d'une filière, c'est-à-dire l'alimentation durable, enfin des logiques d'alimentation durable derrière. Voilà, je crois que là, il y a des stratégies à mettre en œuvre qui existent. Hein, on en voit des exemples dans nos différentes villes. Je citerai d'ailleurs un dernier exemple. La ville de Preston. Donc là, j'élargis un tout petit peu la question alimentaire, parce que je parlais du Community Wealth Building. Le maire de Preston, Matthew Brown, a justement, c'est une ville en déclin industriel. Eh bien, il a relancé l'économie de sa ville. Le déclin industriel et démographique, eh bien, aujourd'hui, il est en croissance démographique. Il a réduit considérablement la pauvreté, recréé des emplois, recréé de la croissance économique avec l'outil de la commande publique, hein, typiquement. Donc là aussi, on a un exemple, là en Angleterre. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il existe de nombreuses initiatives qui témoignent de ces capacités-là, mais encore faut-il avoir un portage politique, une volonté, et puis des stratégies communes, et qui soient portées véritablement à l'échelle du territoire. Hein, ça, c'est un élément, je crois, le véritable levier, il se situe là. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une échelle systémique. Hein, c'est-à-dire on n'est pas sur une initiative individuelle, on est sur des stratégies de coopération qui permettent finalement d'avoir un effet masse. Voilà. Merci. Est-ce que, peut-être, je reviens avant de passer la parole à la salle, là, sur ce qui vient d'être dit, est-ce que Paul aussi, là, même Christian, en tant qu'acteur de terrain, justement sur ce rapport à la puissance publique, au fait d'avoir un territoire qui fait un peu plus système, est-ce que vous avez vu une évolution, justement, en 10 ans, de commencer avec votre initiative et puis de voir que les choses bougent ou pas, parce que des fois, c'est vrai qu'on a envie que ça aille plus fort, plus vite, vu l'urgence, mais voilà, quelle est votre expérience sur... Alors, pour ma part, il y a 2 ans, là, quand on a créé notre association, là, donc on a vu que sur la Haute-Savoie, donc il y avait un fait, c'est que il y a moins de 1% des aliments qui sont consommés, qui sont cultivés ou fabriqués en Haute-Savoie, donc tout vient d'ailleurs. Et avec les communautés de communes, donc le Grand Annecy et tout ça, donc ils se sont sentis impliqués, même obligés de s'impliquer dans notre projet de filière blé, parce que ils avaient rien à proposer de leur part, ils avaient rien, il y avait pas peu de choses il y a peu de choses qui se créent, mis à part les AMAP et tout ça, et puis il y a un foncier une pression sur le foncier agricole qui est phénoménale. Et donc là, nous, on est soutenus par les pouvoirs publics, justement, parce que ils sont, par la loi Egalim, là, ils sont un peu dans l'obligation d'avoir de mettre des aliments dans les cantines et tout ça. Ouais. Okay. Donc la loi, elle a été déclencheur aussi. Vous avez vu des. Oui. Ouais. Oui. Merci. Et ce qu'on a pointé, c'est aussi la place du consommateur, c'est-à-dire qu'au-delà des organisations à la base, hein, des paysans ou des transformateurs, des fournisseurs, au-delà de la commande publique, hein, ou des pouvoirs publics en général, il faut que le consommateur aussi soit prêt ou soit accompagné pour petit à petit se positionner vers un type d'alimentation. On parle d'alimentation aujourd'hui. Et c'est pour ça que tout ce qui est fait en direction des enfants, soit pédagogiquement, soit très concrètement en termes alimentaires, hein, quand on leur donne à manger mais qu'ils comprennent ce qu'ils mangent, et quand on fait le choix aussi de leur expliquer, ça peut quand même impacter petit à petit à la fois des familles directement et à la fois leur devenir en tant qu'être humain. Et c'est comme ça que le consommateur petit à petit est bousculé, hein. Parce que le consommateur, il a été accompagné autrement jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? La notion de coopérative ou de coopération, c'est très bien, et moi j'en suis un acteur fort et fier, mais c'est pas nouveau. Pendant 30 ans après la guerre, il y a plein de coopératives qui sont mises en place, quels que soient les domaines, et notamment dans l'alimentaire, mais c'est les modèles choisis par ces coopératives qui ne correspondent plus à ce qui doit être fait maintenant et ce qu'on attend maintenant, hein. La puissance publique les a accompagnés aussi, parce que notamment la problématique de l'alimentation de qualité et du bio.
Ça renaît fortement maintenant, mais ce n'est pas nouveau, on ne va pas faire les vieux ringards. Mais dans les années 70, il y avait déjà cette problématique-là, 30 ans après la guerre. Voilà. Mais ça n'a pas donné ce qu'on attendait à l'époque. Et il y a eu un bousculement depuis une quinzaine d'années fort maintenant. Et là, il y a des virages à prendre sérieusement. Et c'est pour ça que nous, on s'est dit, positionnons-nous. On va se positionner plutôt, positionnons-nous au niveau des consommateurs. Et moi, je le redis, ce qu'on fait avec une coopérative qui met en place un supermarché, enfin une supérette et demain un supermarché. Quand on dit supermarché, ça fait peur à certains. Moi, je dis non. On ne peut pas se nourrir uniquement dans une AMAP. On ne peut pas se nourrir uniquement en faisant les marchés. La société ne va pas changer du jour au lendemain. Il faut des lieux simples pour faire ses achats. Donc, proposons dans des lieux simples pour faire ses achats les produits qu'on pense être les meilleurs en qualité. Et certains le comprendront tout de suite, et d'autres, il faut les accompagner. Ouais, toute la sensibilisation. Voilà. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses. On va peut-être passer aux questions. Voilà. Bonjour. Peut-être pour rebondir sur ce que monsieur vous venez d'évoquer, je crois qu'il y a la question de l'accessibilité économique aussi à ce type d'alimentation. Et donc on a parlé pendant le film de la restauration collective, qui me semble plutôt être un levier intéressant parce qu'effectivement tous les enfants, enfin en tout cas presque tous, mangent à la cantine. Mais par exemple tout ce qui est supermarché coopératif, les biocoop, etc., reste encore pour beaucoup moins accessible économiquement aussi. Voilà, c'était juste une remarque. Non, c'est un commentaire très, 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 très pertinent. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé là-dedans, il y a quelques personnes qui étaient autour de moi. Je me suis impliqué progressivement, avant et après la retraite, on va dire. Et moi, j'avais dit d'emblée, ce qu'on ne veut pas faire, c'est une bande de copains qui montent un truc, on sera 10, 15, 20 ou 1000, j'en sais rien, mais qui montent un petit supermarché bio, par exemple, exclusivement, et qui soit une alternative à une biocoop, parce qu'on va tricher avec la législation, on va faire du bénévolat, et on permettra uniquement aux gens qui peuvent aller s'acheter des produits chez Biocoop de venir chez nous parce que ce sera moins cher. Non, c'est pas ça qu'on a voulu faire. J'espère qu'on a bien compris. On veut s'adresser au plus grand nombre. Et ça, c'est petit à petit. Et de deux côtés, parce qu'on ne veut pas non plus aller voir... ces jours-ci, on n'a pas souvent notre sollicitation en Pays Basque quand même. Une productrice qui m'a appelé pour me proposer différents produits, qui est de Jaxou, de Jaxu plutôt, et qui me disait voilà, très bien, j'ai reçu le fichier. Je lui dis mais c'est les prix du marché, parce que je la connaissais, c'est les prix auxquels tu vends au marché. Et nous, on va te faciliter la vie, c'est commercialisé, compagnie, donc c'est pas tout à fait normal. Elle me dit oui, mais moi j'ai calculé mon prix et je vis comme ça. Et c'est ça la problématique. Si nous on dit aux paysans, bon, mais écoute, tu me casses tes prix parce que nous on ne peut pas vivre, lui il n'a pas atteint son seuil de rentabilité, donc on ne va pas y arriver. Donc c'est petit à petit, c'est garantir peut-être des achats réguliers, faire un petit prix dans le film, on a quelqu'un qui le pointait ça. Et grâce à ça, nous, parce qu'on ne cherche pas à rémunérer le capital de nos parts sociales, et parce que peut-être la collectivité nous aura accompagnés, peut-être en Pays Basque, c'est sûr, puisque l'Aglo Pays Basque nous aura accompagnés dans le bâtiment, on arrivera à faire des prix accessibles au plus grand nombre. Mais pour l'instant, y compris à Haute-Chocoop, on est, moi je le dis très simplement, et c'est vrai, on est le plus souvent moins cher que quiconque, mais à gamme équivalente. C'est-à-dire si les gens disent tiens, moi, mon poulet, il est moins cher chez Leclerc et chez Intermarché, c'est vrai, sauf que c'est sûrement pas la même gamme. Par contre, si on regarde les gammes équivalentes, en général, on est assez bon. Mais voilà. En même temps, tout à l'heure, quand je parlais... faut m'arrêter si je parle trop, moi. Mais tout à l'heure, quand je parlais d'accompagner le consommateur, et que ça se fait petit à petit, il y en a qui l'ont compris, et c'est bien, moi ça ne me gêne pas. Il y a 15 ans, on ne parlait pas de produits locaux chez Intermarché, Leclerc, Carrefour et compagnie. Maintenant, partout ils en parlent. Partout ils en parlent. Tout à l'heure, on a vu, c'était Casino. Moi j'ai décrypté parce qu'ils vont mal les pauvres en ce moment. C'est une petite supérette Casino. Elle disait, on ne peut pas l'acheter à la centrale. Même là, ça a été cassé, ça. C'est-à-dire que, mettons, la plupart, maintenant, on est presque infesté, mais tant mieux, ça fait vivre des gens, de petits supermarchés Casino, partout, non pas Casino, Carrefour, qui se créent partout. Mais la plupart, même le Carrefour de Bayonne, maintenant c'est un directeur. C'est plus, non, c'est un patron, c'est plus un directeur. Donc ils peuvent acheter en local.
Là, ce sont des autonomes. Ils sont autonomes. Et tous, ils achètent en local. Parce qu'ils savent que les produits locaux, c'est des produits vendeurs. Hein. Alors, malheureusement, le client, parce que la plupart des produits locaux que moi je connais, vendus un peu partout, on est aussi bon. Et quelquefois, on ne l'est pas parce que pourquoi? Comment ça se passe? Sur le produit local, le supermarché, il fait 0 marge. Sinon, on fait 0 marge, on ferme demain. Parce qu'il se rattrape par ailleurs. Et c'est pour ça aussi que la dimension permet d'accompagner le consommateur pour manger. Hein, voilà. Peut-être pour réagir aussi sur cette question, moi je crois qu'il faut revenir aussi à ce qui est un débat qui est en train d'émerger, c'est-à-dire la question de la sécurité sociale de l'alimentation. Hein, parce qu'il y a cette question-là, je pense, en creux. Voilà, donc sur la sécurité sociale de l'alimentation, alors il y a une proposition qui est portée par différents réseaux et dans la logique de Bernard Friot, bon, qui on va dire, est très ambitieuse, hein, pour ne pas dire irréaliste. Mais par contre... Peut-être juste vous pouvez donc définir en synthèse, quelques mots, c'est on va créer une nouvelle branche de la sécurité sociale, mais destinée à l'alimentation de qualité, etc. Donc bon, le seul problème, c'est qu'il y en a pour 300 milliards d'euros, donc ça va être un peu compliqué à trouver tout de suite. Mais derrière ça, derrière cette idée-là, c'est toujours pareil, il y a des utopies. Vous savez, il y avait un célèbre auteur de l'économie sociale qui s'appelait Henri Desroches et qui disait que les utopies, c'était les caravanes de l'utopie qui se mettaient en route, mais qui finalement arrivaient bien quelque part quand même. Donc même si c'était pas la destination finale. Donc c'est une idée assez juste, je pense. Et donc toujours est-il, donc c'est intéressant d'avoir cette vision-là. Pour autant, évidemment, il faut la faire atterrir. Et donc là, on voit des expérimentations se multiplier. Moi, je crois que sans nécessairement avoir le modèle pur et parfait, on pourrait tout à fait développer des choses autour de cela. Et notamment, je prends un exemple, mais tout le champ de l'aide alimentaire aujourd'hui, donc qui est, vous voyez, on a, en gros, vous êtes pauvre, vous allez à l'aide alimentaire. Éventuellement, si c'est un peu mieux, vous allez à l'épicerie solidaire où on va vous faire payer un peu, ce qui est plus digne, on va dire, etc. C'est particulièrement vrai parce que c'est un film qui parlait des étudiants. Hein. Les étudiants aujourd'hui sont très concernés, on le voit à Bordeaux sur les files d'attente, etc. Hein, d'ailleurs, avec le gouvernement qui a refusé le repas à 1 €, puisque du point de vue de la restauration collective, il y avait quelques leviers, mais malheureusement, ça n'a pas été accepté pour les étudiants. Toujours est-il que concernant cette affaire, moi je crois qu'on pourrait tout à fait se dire, il faut justement décloisonner, c'est-à-dire il faut arrêter de dire, il y a l'alimentation saine et de qualité locale, etc., mais qui évidemment va s'adresser à des portefeuilles un peu mieux garnis. Et puis, bon, il y a tout le reste, les supermarchés pour classe populaire et moyenne, et puis l'aide alimentaire pour les pauvres, quoi. En gros, voilà. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas possible. Il y a un moment, justement, je pense qu'il faudrait raisonner un peu différemment, et c'est là que l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation peut être intéressante, notamment à travers des systèmes de paiement, comme ça existe pour les titres déjeuner ou des choses comme ça. On pourrait tout à fait travailler là-dessus. Je sais que Up, par exemple, qui est une coopérative, une SCOP, travaille sur ça à partir de sa carte Coesia, hein, donc dans les prépaiements, dans les solutions de prépaiement. On pourrait tout à fait, avec la puissance publique, effectivement, faire des espèces de chèques, des chèques alimentation qui pourraient venir alimenter le système, mais alimenter le système c'est-à-dire que cette carte ne serait évidemment, on ne pourrait l'utiliser et dépenser avec que dans un certain réseau de distribution, hein, voilà, qui respecte un certain nombre de principes. Je vais illustrer. Toi, c'est des petites idées qui font des grandes utopies, mais qui se concrétisent quelquefois. Alors, on est loin d'avoir réussi encore, mais à Bayonne, on essaie de développer une idée qui serait celle-là, qui serait que vous et moi, on va manger au restaurant, et au lieu de faire au restaurant ou ailleurs, mais enfin plutôt au restaurant, et au lieu de faire en sorte que quand on présente des cartes bleues, on nous dise tiens, il y a 30 centimes ou 1 € à donner pour, je sais pas, n'importe qui, WWF ou je sais pas trop qui, peu importe, j'ai rien contre, hein, ou Safraïda, bon bref, c'est pour, on a proposé le schéma, hein, le chèque solidaire. Et le chèque solidaire, pour amener des gens aussi à se poser des questions et les consommer différemment, il serait distribué quand même dans un premier temps par la puissance publique, hein, mais on ne pourrait pas aller consommer chez Carrefour. On pourrait aller consommer chez nous, par exemple, ou chez des gens qui nous ressemblent. Voilà. C'est ce qu'on essaie de mettre en place et qui va sûrement se mettre en place prochainement. Voilà. Et ça correspond un peu à l'esprit. Ce n'est pas la solution, hein, mais c'est un peu l'esprit. On a une autre question ? Ma question, c'est pour Monsieur Duverger, le chercheur. Et c'est un peu pour vous demander votre avis. Et sur une question que je me posais en regardant les films et les films précédents aussi, toutes ces thématiques, parce que je vois qu'il y a un phénomène qui se passe
je pense, à l'échelle sociétaire, dans l'ensemble de la société, et ça se passe aussi sur l'histoire. Alors, on vient d'une ère pré-industrielle. On a vu qu'avec les révolutions industrielles du siècle passé, tout s'est transformé. On a développé beaucoup de moyens et il y a eu une révolution par rapport à la production des aliments et aussi à la consommation pendant toute cette ère industrielle qui semble un peu arriver à sa fin. Parce qu'on voit comme au début du XXe siècle, on voit qu'il y a des processus de transformation à l'échelle sociétaire. D'un côté, on a tout ça qu'on appelle comment ça s'appelle la transition écologique. On se passe de l'ère de consommation et de production d'énergie fossile à l'électricité. Mais on a vu, on a découvert le problème que c'est passé aux voitures électriques. C'est pas facile, ça prend du temps. Et aussi, ça crée des inégalités sociales. Parce que les voitures électriques ne sont pas pour les pauvres, ce sont chers. On a ces problèmes. Avec la nourriture, on a un peu, pour faire les parallélismes, on a dans un changement aussi d'air. Et aussi, on a un moment de retour à la campagne. Avec la Covid, on l'a vu, on a commencé à avoir envie de quitter les grandes villes pour aller s'installer dans la campagne, parce qu'il semble qu'il n'y a plus de qualité de vie. Peut-être que l'espérance de vie va continuer à augmenter par ces changements sociaux. Alors, par rapport à la nourriture, si les produits bio et les produits locaux, parfois, par rapport à toutes ces chaînes industrielles qui sont de pire qualité, ça va être... Normalement, c'est plus cher. Alors, ça va créer aussi des inégalités sociales. Et si on souhaite continuer à avancer dans cette direction-là, mais sans créer ces genres d'inégalités sociales, on va devoir trouver une manière d'y avancer. Et donc, finalement, quel est votre pronostic par rapport au futur à l'échelle sociétaire? Merci. Merci. Je vais faire, on disait, je vais faire 2 vins. Voilà, donc la boule. Mais, voilà, non, je pense d'abord, je rejoins tout à fait sur cette idée que la transition écologique, elle peut être injuste. Ça, c'est certain, et le cas des voitures électriques est tout à fait significatif de ce point de vue. Hein. Et d'ailleurs, à vrai dire, il ne suffit pas de remplacer un moteur thermique par un moteur électrique, à vrai dire, du point de vue de la mobilité. Le vrai sujet, c'est de remettre en cause la voiture individuelle, à vrai dire. Hein, et quand c'est possible. Hein. Selon les territoires, c'est pas toujours possible. À Bordeaux, c'est facile. Ailleurs, ça l'est pas toujours. Donc, il y a des équilibres à trouver, bien sûr. Mais n'empêche que ça veut dire aussi modifier les comportements, modifier les usages. Hein, et on le voit d'ailleurs maintenant avec des dispositifs de solidarité territoriale, là aussi mis en œuvre par des coopératives pour le plan de la mobilité. Je pense à Cities, par exemple, qui était à Bordeaux, mais qui maintenant ouvre des antennes à La Réole et autres, donc autour de Bordeaux, qui permet justement de recréer de la solidarité territoriale par la même occasion, en même temps qu'elle modifie les usages, etc. Bon. Donc, mais pour en revenir au sujet, moi c'est pour ça que je pense, quand on parle d'alimentation aujourd'hui, de toute façon, on est dans un contexte inflationniste où effectivement tous ces sujets de transition écologique en réalité sont extrêmement violents, notamment pour les plus pauvres, voire ceux qui sont juste au-dessus, hein, c'est-à-dire les gilets jaunes pour faire court, mais c'est un peu cette idée-là quand même, où on voit bien d'ailleurs que chez cette population-là, il y a une véritable peur du déclassement, une peur de la pauvreté, une peur de l'avenir. Hein. Les travaux notamment de Nicolas Duvou, qui vient de publier un ouvrage sur ces sujets-là, le montrent bien. Et qui, ce sentiment, cette peur de l'avenir, hein, cet avenir confisqué, comme il l'appelle, eh bien, repose notamment sur un élément, c'est le fait qu'il y a une explosion des inégalités, notamment dans le domaine du patrimoine. Hein, voilà. Donc là, il s'appuie sur les travaux de Piketty, en particulier de l'économiste Piketty là-dessus, pour montrer effectivement qu'on a notre rapport à l'avenir est très largement déterminé par notre niveau de propriété. Et donc,
paraît a priori évident, mais à vrai dire, c'est une question relativement nouvelle, parce que cette question-là, lors des 30 glorieuses, même si l'appellation n'est pas tout à fait juste, mais en tout cas lors de la période de haute croissance, eh bien, cette question-là avait été quand même largement effacée ou atténuée. Aujourd'hui, elle est revenue. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus. Ça veut dire que tout sujet de transition, en réalité, tout sujet de transition écologique est d'abord un sujet de justice sociale et probablement de justice fiscale. Donc ça veut dire qu'il y a des enjeux de redistribution très forts. Voilà. Or, aujourd'hui, c'est pas tout à fait la tendance, puisqu'il y a encore des articles d'alternatives économiques qui ont montré ce mois-ci que les cadeaux fiscaux étaient très généreux en ce moment de la part du gouvernement. Donc, moi, si vous voulez, mon sentiment, c'est que ma nature me pousserait à penser à être, à vrai dire, à être assez pessimiste, dans le sens où, quand même, l'évolution générale est quand même pas très attrayante. Pour autant, on voit bien qu'il y a un grand combat, justement, il y a une lutte pour l'avenir, quelque part, qui s'ouvre, avec effectivement des tendances lourdes qui peuvent nous amener à un certain pessimisme, finalement, avec une urgence écologique et sociale à laquelle on ne répond pas. Voilà. Mais de l'autre côté, moi, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, la société, quand même, bouge très vite. Et là, on le voit, ce tournant local qu'on évoquait, les nouvelles aspirations de la société, ça évolue à une vitesse considérable. Avant, les changements se faisaient d'une génération à une autre. Maintenant, les changements se font de manière intragénérationnelle. C'est-à-dire les évolutions, y compris de comportement, se situent à des échelles intragénérationnelles désormais. Donc il y a une accélération quand même du changement, des aspirations de plus en plus fortes, et sans doute des initiatives qui peuvent s'appuyer là-dessus. Donc je crois, moi, beaucoup dans l'idée, autant je suis de plus en plus sceptique sur notre aujourd'hui, je pense que nos institutions sont en décalage total avec ce qui se passe dans la société. Donc je crois qu'il faut recréer de nouvelles institutions, à vrai dire, d'où l'importance de soutenir ce foisonnement d'initiatives, d'où l'importance de constituer de nouvelles alliances autour de cela. Je crois que notre meilleur espoir se situe là. Voilà. Donc je suis, je dirais, un optimiste réaliste, on va dire, à la fin. Je crois que ce serait ça, c'est-à-dire partir de cette idée que, certes, il y a un rapport de force à créer. Voilà. Moi, je crois que c'est ça la question clé, c'est jouer le rapport de force, mais à partir d'initiatives concrètes, il faut passer à l'action. Voilà. Et surtout pas tout attendre, effectivement, de décisions qui viendraient d'en haut, mais plutôt aller les chercher. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes, du coup, allez-y pour les questions, monsieur. Juste une petite question pour Paul Rocher. Je suis très admiratif de votre action autour du pain, des semences. Et du coup, je me pose une question. Est-ce que vous avez aussi une réflexion autour du paysage et de la biodiversité qui accompagne votre travail, et notamment autour des relations qu'on pourrait appeler entre culture et sauvage ? Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais je sais qu'il y a des exploitations, notamment dans la Drôme aujourd'hui, qui ont cette réflexion. Et je me demandais si c'est quelque chose auquel vous pensez. Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre. En fait, nous, le paysage savoyard, c'est un petit peu comme les Pyrénées. Donc, c'est de la montagne, des grandes plaines. Il y a peut-être plus de grandes plaines qu'ici. En fait, il n'y a pas de grands champs travaillés. C'est toutes des petites parcelles. Et on est toujours à côté d'une haie, à côté d'un fossé et en fait, ce qu'il y a, c'est que on retrouve dans la culture de ces variétés anciennes. Enfin, moi, là, cette année, l'année dernière, là, j'avais ressemé tous les blés, les variétés de blé que j'avais collectionnées depuis que j'ai démarré, là, avec Raphaël. Et en fait, j'avais 90 petits carrés de variétés différentes. Et en fait, on retrouve des fleurs qu'on voit plus dans les champs, qu'on appelle les fleurs messicoles. C'est les fleurs des blés. Elles sont nues avec les blés quand les blés sont arrivés chez nous. Donc il y a surtout l'agnelle des blés qui était pas mal aimée des paysans, qui est une jolie fleur. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de diversité dans ces cultures-là que dans les cultures conventionnelles. Et ce qui est intéressant dans les vieilles... Raphaël parlait de paille. En fait, dans les cultures, dans l'élevage en Savoie, dans les Savoies, là,
Enfin, il y a ceux qui sont sur caillebotis, où le lisier passe tout de suite dans la fosse. Il y a ceux qui sont sur paille, où là, on fait du fumier, et le fumier, on peut le composter et le remettre dans les champs. Et en fait, ces variétés, c'est des variétés qui sont très hautes, qui peuvent... Là, cette année, on avait des pailles de 1,80 m, voire 2 mètres pour certaines variétés. Et en fait, non seulement ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ce qu'on récolte sur le champ au niveau du grain, mais pour ces éleveurs-là, la paille est aussi importante que le grain qui est récolté. Voilà, si j'ai répondu, j'ai peut-être mal répondu à la question. Oui, moi j'ai une question aussi. Aujourd'hui, quand même, le problème de l'agriculture en général, c'est que depuis longtemps, le modèle il a évolué sur les grosses structures de culture et on a perdu toutes ces petites fermes qui existaient avant. Revenir à ce système serait pour le coup très intéressant pour l'environnement et autres. Mais aujourd'hui, c'est le prix du foncier. Alors, ici, comme en Savoie, Haute-Savoie, où c'est très très cher, aujourd'hui, les agriculteurs, eux, n'ont pas les moyens, pour ceux qui ne sont pas propriétaires des terrains, de s'installer. Aujourd'hui, les subventions qui vont, si je ne me trompe pas, à l'agriculture, c'est la PAC, de l'Europe. Et après, le plus gros, c'est quand même les régions. Les régions subventionnent tout le modèle de l'agriculture, de les entreprises fortement quand même. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire bouger les lignes à ce niveau-là pour que ça se reproduise plutôt que les financements aillent plus vers les petites entreprises ou aider les collectivités qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'acheter des terrains parce que ça vaut très très cher sur une collectivité. Donc redimensionner un peu les subventions plus sur ce côté-là que sur les grosses entreprises qui certaines n'en ont pas besoin. Là, on va inviter la région à détailler son règlement d'intervention. Non, mais plus sérieusement, moi je suis d'accord sur la question de la PAC. Bon, c'était évoqué dans le film. Bon, il se trouve qu'il y a des élections européennes dans un an, même pas, en juin prochain. Donc je pense que ça peut être l'occasion précisément de porter ce type de sujet. Voilà. Donc ça c'est pour l'Europe parce que je crois que sinon on aura du mal à l'atteindre. Après mais ce sera voilà, sans doute à compléter. Après sur la question des régions, moi je redis, je pense que typiquement la région Nouvelle-Aquitaine se positionne avec sa feuille de route Néoterra, donc sur les enjeux de transition écologique. Donc avec maintenant des aides, ils essayent de mettre en place des conditionnalités sur leurs différentes aides, etc. Donc je crois qu'effectivement le chantier de manière générale est devant eux avec des choix assez importants qui sont à faire. Mais enfin là c'est davantage à eux. Moi, j'avoue je ne maîtrise pas suffisamment leur politique sur ces sujets-là. Voilà, ce serait plus à eux de répondre, mais je ne suis même pas sûr parce que là c'est plus la branche ESS qui est là. Donc je ne sais pas si moi j'ai envie de faire un commentaire quand même. Parce qu'il me semble que, ce qu'a dit monsieur, c'est vrai, mais c'est pas si simple. Si demain matin, les terres, on les a gratos, en Pays Basque, je ne parle pas du reste, je ne connais pas, mais c'est pareil ailleurs, mais c'est pas pour autant qu'on va vendre comme il faut nos produits face à la concurrence, parce qu'il y a des coûts de production quand même. C'est pas que le prix du foncier au départ pour s'installer. Alors je dis ça pourquoi ? J'ai été aussi directeur de lycée agricole. Et la première problématique, c'est aussi les hommes et les femmes pour s'installer. Parce que à l'heure actuelle, encore, à part que quelques grands courageux, les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs en Pays Basque, vous voyez, il y a encore pas mal d'installations par rapport à d'autres régions, mais ce n'est pas les jeunes, parce qu'ils ont fait un parcours, etc. Parce que trop vite, on s'aperçoit quand on est assez jeune que les réalités économiques de la vie d'un paysan sont très compliquées. Parce qu'au niveau de la sortie, c'est pour ça que moi je me suis positionné au niveau de la distribution, la sortie, les achats, on n'est pas bien positionné à l'heure actuelle pour accompagner les producteurs. On ne sait pas se battre face à ce qui a été créé depuis de nombreuses années, c'est-à-dire au système coopératif traditionnel, au système industriel, parce qu'il ne faut pas mettre d'un côté ce qu'on appelle les coopératifs et les autres. Les grosses coopératives sont issues du monde agricole au départ et ont développé des modèles qu'on ne veut plus soutenir maintenant, mais qui empêchent l'agriculture dont vous parliez tout à l'heure de vivre convenablement. Et la problématique, elle est vraiment là. Quand on achète tous nos produits au prix en question, voilà, le résultat, c'est qu'on ne peut pas faire revivre les petits producteurs. Et même si la terre était presque gratuite à l'heure actuelle. Ça, c'est ma position. Et j'en suis persuadé que c'est assez vrai, quoi. Comment ?
Oui, oui, d'accord, mais enfin, c'est pas suffisant, hein, vous savez. Mais en ce moment, il y a par exemple un appel, je ne vais pas défendre, moi je ne suis pas un politicien, hein, mais il y a un appel en Pays Basque, il y a une pépinière d'entreprise pour l'agriculture, très bateau, mais ils cherchent des jeunes paysans qui veulent s'établir. Hein. Si vous avez des candidats, allez-y, quoi. Hein. C'est pas si simple, quoi. Hein. Alors moi, je vais parler de ma région, parce que c'est quand même différent. Alors nous, toutes les fois que le conseil régional, le président change, la politique change, et nous, on a un gars qui s'appelle Wauquiez, qui est président, et en fait, tout a basculé pour sa présidence. Toutes les subventions sont parties de tout ce qui était bio pour aller aux grandes cultures et aux conventionnels. Et donc il y a ça. Après, au niveau des terres, il y a des choses qui se passent en ce moment où on ne prête pas trop attention, mais il y a plein d'industriels qui sont en train d'acheter des terres agricoles. Et il y a bientôt, dans les grandes cultures, il y a bientôt plus de paysans, voire d'agriculteurs, alors qui travaillent leurs propres terres. Même chez nous, souvent, les terres, ils ont une partie qui leur appartiennent, mais souvent, c'est des privés qui louent leurs terres ou qui leur louent pour quelque temps. Ils signent des bails pour ça. Et moi, je pense que l'idée, ce serait que ce soit les consommateurs ou qui se mettent en lien et qui se mettent à acheter de la terre. Moi, je pense que ce qui serait bien maintenant, c'est que ce soit les consommateurs, nous, particuliers, qui, comme fait Terre de Liens, acheter des terres qui se libèrent ou qui sont peu cultivées pour essayer de les redonner à des gens qui ont envie de s'installer ou faire une AMAP ou des choses comme ça. Je pense que ce serait pas mal. Ça peut être une idée qui pourrait être développée. Voilà, il y a pas mal de régions où ça existe déjà, et ici notamment. Hein. Il y a des collectifs qui achètent des terres, des gens qui se réunissent et qui les mettent à disposition des paysans qui veulent s'établir. Bonjour, ma question, ça va être plutôt pour Monsieur Paul Rocher. Donc, déjà, merci pour votre témoignage. C'était un peu donc, dans la même lignée, dans la même continuité. C'était comment on fait concrètement pour redonner aux jeunes l'envie de devenir producteurs, productrices. Parce que moi, j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques, en Vallée d'Aspe. Et concrètement, les agriculteurs, agricultrices aujourd'hui, souvent, c'est des métiers où c'est des gens qui galèrent ou qui survivent, qui vivent grâce aux subventions. Et comment on fait pour leur donner envie de monter des projets comme vous et en fait pour redorer l'image même du métier? Alors là, par expérience, tous les gens qu'on voit s'installer maintenant, c'est un peu sur le tard. C'est des gens qui ont déjà vécu, qui ont souvent des hautes études comme vous, hein, qui ont fait des grandes études, et qui ont vu le bout de ce qu'ils pouvaient faire et qui reviennent à quelque chose qui met du sens. Mais je pense qu'il faut essayer d'aller... Moi, j'ai plein de gens qui viennent... même si j'ai fermé ma boutique, j'ai une petite fournée qui est toutes les semaines, là où j'ai toujours plein de gens qui veulent venir travailler avec moi. Et c'est souvent des gens qui veulent découvrir le métier pour voir si ça les intéresse, si ça pourrait leur plaire, si c'est quelque chose qu'ils pourraient reproduire ailleurs. Et en fait, pour en arriver là, quand Pierre Bécu est venu me demander de venir ici, on a parlé et j'avais c'était une journée où on produisait du pain. Et j'avais 2 boulangères qui étaient là et l'une d'elles, quand on a commencé à parler, Pierre a dit « mais toi, je te connais ». Et en fait, elle était dans le film au début du reportage, enfin du film, là, quand il y avait le repas partagé sur la pelouse, là, elle en faisait partie. Et en fait, c'est une fille qui s'est installée, paysanne boulangère, à côté de chez moi, et en fait, sans le savoir, elle était impliquée dans le film, et c'est parce qu'elle a vécu, elle a connu, elle est venue nous voir, qu'elle s'est orientée là-dedans.
Et ce qui est bizarre, c'est que son conjoint est fils d'agriculteur, qui a repris la ferme de son père. Et récemment, ils sont associés avec une ferme. Ils ont 180 laitières. Donc c'est un gros truc. Et elle se bat là-dedans pour avoir ces 10 hectares de terre pour les classer en terre agricole. Donc elle est de l'intérieur à essayer de faire bousculer les choses. Et sur ce fait, elle a commencé, ça fait 6 mois qu'elle travaille un petit peu avec moi toutes les semaines. Et là, il y a un mois, il y avait la coopérative laitière qui faisait ses 20 ans. Et elle me dit, ils m'ont demandé de faire du pain pour la fête. Et donc, je lui ai emmené le petit four ambulant que j'ai au Fournil. Elle s'est installée devant la fromagerie. Elle a fait du pain toute la journée. Et en fait, ses beaux-parents, qui étaient absolument pas convaincus, et même son conjoint, qui était un petit peu à la traîne, elle les a un petit peu, elle les a pas convertis, mais les gens ont quand même reconnu que ce qu'elle faisait avait du bien et que c'était cette voie qu'il fallait prendre, quoi. Ce que je dis souvent, c'est que les gens, comme vous, là, vous avez besoin de modèles pour avancer. Et voilà, le modèle, il peut être différent pour chacun, mais on a besoin de quelqu'un qui nous montre l'exemple pour dire, ben voilà, c'est ça que je veux faire, ou c'est autre chose, mais il faudra trouver quelqu'un d'autre. Mais je pense que moi, mon problème maintenant, c'est plus tellement de faire du pain pour faire du pain, c'est comme une pépinière, c'est plutôt d'orienter les gens là où ils veulent aller et puis de les aider s'il y a besoin de leur donner un coup de pouce. Voilà.